Bien, on passe maintenant au Togo. On va parler de ces fêtes de fin d'année qui se passent sous couvre-feu, un couvre-feu nocturne instauré entre 22h et 5h du matin. C'est le Grand Lomé qui est concerné, mais particulièrement les dates des 24, 25 et 31 décembre 2020 et 1er janvier 2021. Il y aura un couvre-feu de 23h à 5h qui concernera toute l'étendue du territoire national. L'objectif des autorités en instaurant ce nouveau couvre-feu, eh bien, c'est d'éviter les grands rassemblements nocturnes qu'on voit lors des fêtes pour des rassemblements qui sont très propices à la propagation du coronavirus. De ce qu'on peut noter, Constant Lemou, pour ce jour 1, disons-le, du couvre-feu dans le Grand Lomé, c'est dans l'ensemble bien respecté. Je ne saurais répondre avec grande certitude, puisque je ne fais pas partie des personnes autorisées à circuler la nuit avec ces mesures de couvre-feu. Mais quand j'ai écouté les médias ce matin, durant toute la matinée, je n'ai pas senti de plainte d'une quelconque bavure des forces de l'ordre sur qui que ce soit. Et je suppose que cette première nuit de couvre-feu se serait bien déroulée. Néanmoins, j'ai entendu les véhicules munis d'alarmes qui ont sifflé à l'heure où devrait commencer le couvre-feu. C'est déjà une très bonne chose. Et surtout, les consignes fermes que les autorités ont données aux forces de l'ordre et de sécurité ces consignes peuvent nous rassurer que les éléments chargés de contrôler ce couvre-feu vont se comporter beaucoup plus sur le plan pédagogique pour amener progressivement ceux qui sont tentés de s'entêter à rentrer chez eux plutôt que de vivre les atrocités que nous avions connues au premier jour du couvre-feu d'avril 2020 où personne n'était préparé. On a jeté les éléments dans la nuit pour surveiller. Et alors, quand on est corps habillé, quand on est militaire formé, couvre-feu signifie personne ne doit sortir et quiconque sort est un ennemi à abattre peut-être. Donc, il n'y avait pas vraiment véritablement de la préparation. Cette fois-ci, je pense que la mayonnaise a pris et nous n'avons pas à craindre grand-chose. D'accord. Ambroise Ponjo, vous avez pu, de votre côté, noter que ça s'est également très bien passé en fait, moi, je lisais sur les plateformes de journalistes ce qui se passait, ceux-là qui ont eu la chance de sortir et savoir ce qui se passait, surtout les grands carrefours de regroupement, limousines, comment on l'appelait, au niveau de Décon, tout ça là. Donc, de façon globale, il n'y a pas eu de gravure signalée, c'est-à-dire de bavure signalée. Maintenant, quant à la forme de la chose, moi, je suis contre le coup de feu que le gouvernement a énoncé. Je peux comprendre le gouvernement dans sa posture d'éviter qu'il y ait de propagation de la maladie, ça peut se comprendre. Mais je me dis qu'il y a déjà 3 mois, 4 mois, les gens étaient dans les bars avec le respect des mesures barrières. Et la maladie n'a fait quoi que ce soit. Et la maladie même s'est stabilisée au vu de ce qu'eux-mêmes, ils faisaient en matière de gestion de ce Covid-là. Donc on ne doit pas être aussi alarmiste au point de demander aux gens de ne pas fêter. Vous savez, on a interdit les fêtes traditionnelles aux gens, alors que c'était la seule occasion où les Togolais de différentes régions, localités se retrouvaient pour s'enjailler. On a interdit, bon, certains peuvent comprendre, d'autres n'ont pas compris ça. Au même moment, il y a eu des rassemblements au cours de certains funérailles qu'on a eu à vue dans ce pays. Personne ne dit rien aussi, parce qu'il y a 2 poids 2 mesures dans cette histoire. Maintenant, la seule occasion où les Togolais s'enjaillent, s'éclatent un peu, bon, ne serait-ce qu'entre amis, on l'a interdit. Pourtant, c'est ce qu'on veut éviter. Oui, pourtant les périodes d'avant, ce qu'on veut, les gens étaient déjà dans les bars. Et les Togolais, vous savez, cette maudite maladie, a déjà transformé l'habitude des Togolais. Ça dit que j'ai l'impression que c'est le diable qui a participé ou Dieu même aussi a participé à ça. C'est-à-dire les Togolais, vous savez, l'habitude est une seconde nature. Hein. Pendant 9-10 mois, les gens ont été habitués autrement. Et certains l'ont ancré dans leur fonctionnement désormais. Donc si le gouvernement avait capitalisé cela, on aurait pu accentuer la sensibilisation et le respect scrupuleux des mesures barrières et laisser les gens fêter. Je suivais une analyse ce matin, quelqu'un fait une analyse ce matin dans le même sens, et ça aurait pu passer quoi.
Je n'ai rien contre le conseil scientifique, encore moins du comité de gestion de riposte, mais je me dis qu'ils auraient pu trouver une autre formule. C'est-à-dire que c'est inopportune, le couvre-feu. Je vous donne juste un exemple. Vous demandez aux gens de ne pas aller boire dans les bars. Donc, ils peuvent venir acheter et partir. Quel est l'intérêt du couvre-feu? Il n'y aura pas de gens dans le bar. Alors que c'est la peur de regroupement dans les bars qui fait qu'on a énoncé le couvre-feu. Maintenant, il n'y aura pas. Donc, il n'y a pas fête. Justement, il n'y a pas de gens dans le bar, il n'y aura pas de gens dans les restaurants. Il n'y a plus fête. Donc, le couvre-feu n'est pas opportun. Ce que dit Ambroise, ça peut se comprendre. Hein, c'est dit, on a comme l'impression qu'on instaure deux mesures qui se contredisent. On a interdit les regroupements en tout cas, les lieux de rassemblement ne vont plus accueillir les bars. On sait qu'à l'occasion des fêtes, ce sont les bars, ce sont les restaurants, ce sont les discothèques et tout. Tout ça est supposé être fermé. Pourquoi on met encore un couvre-feu? Et la grande question, je pense qu'elle revient au conseil scientifique et puis à l'organe que le gouvernement a mis en place pour gérer cette crise, cette pandémie du coronavirus. Sinon, le sujet interpelle bon nombre d'analystes à beaucoup plus de réflexion. Parce que moi, je me suis posé une question hier nuit. D'abord, je reviens pour saluer également le caractère paisible de cette première nuit de couvre-feu. Et moi, je peux dire que j'ai vécu cette première nuit en tant que, je peux dire, on dit venu visi visu. Et donc, j'étais normalement hier en famille, c'est-à-dire pour aller saluer ma mère qui est encore vivante. Et donc, je devais rentrer avec les enfants. Et il s'est fait que mon véhicule a eu une panne. Et j'ai dû appeler expressément le mécanicien qui est venu. Et puis bon, je rentrais autour de 21h40. Je suis rentré dans le garage de ma maison hier autour de 22h-5. Mais je vous rassure que sur tout le parcours de la douane à Dido Gomé, c'était vraiment calme et puis vide carrément. À 10-15 minutes de 22h. Là, je salue beaucoup le caractère civique du respect de ce couvre-feu dont j'étais témoin. Maintenant, pour revenir à la maladie, c'est vrai, éviter les attroupements, moi je suis d'accord. Mais je pense que depuis des années, les Togolais avaient perdu une habitude de fête. Si nous on fait un bond en arrière, quand on était encore des lycéens, on ne fêtait pas dans les bars, on n'aimait même pas fêter dans les bars. La veille de Noël ou de le réveillon du Bonne Année, c'était chez un ami dont les parents sont un peu flexibles. On se regroupe là-bas, c'est là-bas, il y a la fête, après minuit chrétien, dans une maison. Oui. Et maintenant, je pense que le gouvernement doit y développer. Si on ne fait pas cette riposte, cette analyse riposte, on risque de voir les bars, les restaurants, les hôtels, tous ces lieux de rassemblement public vides. Mais ils sont des lieux clos. Des lieux clos. Et on va se dire que les gens ont respecté. Alors que dans les maisons... Dans les maisons, puisqu'on dit de ne pas s'asseoir dans le bar pour boire. Oui. Mais non, je peux inviter 10 amis à la maison chez moi. Et que dans la journée, au moment où on n'est pas encore à l'heure du couvre-feu, on s'approvisionne de tout ce que nous avons besoin comme ce dont nous avons besoin comme boisson, nourriture. Et la nuit, des gens peuvent organiser des fêtes. Parce que ce serait scandaleux pour le Togolais moyen aujourd'hui de lui interdire carrément de ne pas fêter. Donc les gens vont tenter de fêter à la maison. Donc il faut que le gouvernement trouve un palliatif pour sensibiliser encore les gens sur quand même le caractère nécessaire de l'observation de ces mesures barrières toujours à la maison. Au cas où ils viennent chercher leur boisson dans les débits et ils rentrent à la maison, il ne faut pas qu'on s'éclate sans cache-nez et autres là. Ça dit que c'est un peu délicat, ce coronavirus. Et donc je pense qu'on ne doit pas s'arrêter seulement au couvre-feu et au fait que les bars et les restaurants seront vides. Mais il faut qu'on trouve encore une formule. Les jours sont là devant nous. Avant Noël, on a encore 3-4 jours. Que le gouvernement et tous les comités... Non, pas pour aller contrôler. Mais je dis qu'on sensibilise. Voilà. Qu'on sensibilise. Qu'on attire la conscience des gens, malgré que peut-être dans les maisons, il n'y aura pas l'effort de l'ordre et de sécurité, mais que volontairement les gens sachent que c'est pas parce qu'on se retrouve à la maison qu'on doit se foutre pas mal et se laisser aller. Et voilà ce que je voudrais ajouter. Constant, on a mis en place le couvre-feu, mais il y a toujours des gens qui continuent de s'interroger entre cette corrélation qu'on a réussi à faire entre un couvre-feu nocturne et la contamination, alors qu'en journée, vous voyez le spectacle. Oui, c'est une pandémie qui appelle
la conscience individuelle et collective. Oui, pendant la journée, on ne peut pas ne pas aller travailler. On ne peut pas animer, participer à un débat tel le nôtre. C'est important. Mais nous sommes à une période où les responsables du pays ont l'obligation d'opérer des choix stratégiques parmi une multitude. Aucun choix ne serait parfait. Peut-être couvre-feu, interdiction de consommer sur place paraissent contradictoires. Mais alors, j'ai compris sous l'angle de minimiser les risques que des gens pourraient prendre en consommant sur place dans un bar, que sous l'effet de l'alcool, où on peut inviter ceux qui ne sont pas de la famille, pourrait rapidement créer un cadre de risque de contamination. C'est sous cet angle, moi, j'ai compris la chose. Et à partir du moment où les Togolais sont assez sensibilisés et déjà, ils respectent le couvre-feu, je ne crois pas qu'un Togolais, pendant qu'il respecte le couvre-feu, évite les regroupements dans les bars, qu'il invite plutôt des gens chez lui avec connaissance du risque de contamination. Je ne crois pas que quelqu'un ait le plaisir de s'exposer à la contamination au coronavirus. Je ne crois pas. Mais l'interrogation qui est la mienne, pendant que le couvre-feu est beaucoup plus accentué dans le Grand Lomé et l'intérieur du pays, on n'a pas bouclé le Grand Lomé. Je me demande s'il n'y aura pas de mouvement de Lomé, de Grand Lomé, vers les fermes. Dans ce cas, on déplace tout simplement le virus du Grand Lomé vers le risque de contamination. Voilà. Or, quand on observe la courbe ces derniers jours, cette dernière semaine, ainsi de suite, la courbe est assez importante. Le nombre de nouveaux cas, c'est assez inquiétant. Et nous sommes à la phase de la contamination communautaire. Et là, si les mesures ne sont pas suffisamment prises et que nous atteignons un niveau où les autorités, ou du moins le dispositif, n'arrivent plus à contrôler, où nos structures sanitaires ne peuvent plus accueillir les nouveaux cas de contamination et les prendre en charge, eh bien, nous risquons de risquer plus gros que prévu. Bien, nous allons nous sacrifier pour ces fêtes, mais comme le disent les petits-enfants, chaque jour est un jour de fête. Les fêtes nous attendent devant si nous sommes en bonne santé. Ça me paraît assez important qu'on observe avec la chance que la courbe baisse et que nous reprenions des activités, avoir suffisamment d'argent et organiser les fêtes. Alors, justement, je vais poser la question sur votre dernière phrase, que la courbe baisse. Moi, j'ai sous mes yeux la situation du Togo à la date la date d'hier, c'est le 20 décembre. 3416 cas confirmés au total depuis mars. Moi, j'aime pas beaucoup ce chiffre. Moi, j'aime plutôt les guéris. 3017 guéris. 333 cas actifs. On est plutôt, en termes de cas actifs, sur une tendance baissière. C'est ce que puisqu'on était à 400 et quelques, je vais... Mais Samuel, elle reste élevée. Oui, elle reste élevée, mais la tendance... Hier ou avant-hier, c'était au moins 56 cas. 56 nouveaux cas qui est venu gonfler. Même si la tendance semble être baissière, attention, elle est encore très élevée. Elle est très élevée. Parce que ça part de 374, 351, 356, 333... ça baisse, hein, on doit le constater. C'est parce que le nombre de cas guéris, le nombre de cas guéris fait baisser. Mais seulement si le rythme de cas guéris n'était pas contrebalancé par les nouveaux cas très importans, eh bien nous aurions une courbe qui serait beaucoup plus supportable. Voilà. Oui, d'abord je l'ai dit que moi je suis contre ces mesures-là qui étaient très mal mûries. Je le dis en toute franchise, tout en comprenant la crainte du gouvernement de voir les cas exploser, alors qu'il n'y a pas à craindre. Vous savez, le virus pas Ebola, le virus de coronavirus, c'est un virus comme les autres, qui opère aussi des mutations, tout ça là. J'ai toujours dit au départ
que l'Afrique est immunisée contre certaines maladies que le blanc lui-même crée. Cette maladie, ça là aussi, c'est les blancs qui ont créé. Et j'avais dit qu'il faut porter plainte contre la Chine. Eux, ils mangent tout. Il n'y a pas de preuve scientifique de... La maladie est venue d'où? C'est Wuhan, non? Il y a toujours un point de départ, mais maintenant, il faut que les enquêtes permettent de... Je ne suis pas le seul à le dire, hein. Oui, si, moi je ne refuse pas. Maintenant, il faut qu'il y ait des enquêtes indépendantes qui permettent... Si Donald Trump s'acharne contre la Chine, ce n'est pas pour des histoires, hein. C'est pour... Et même la Nouvelle-Zélande, c'est le Premier ministre. Ils ont clairement dit de porter plainte devant la justice internationale contre la Chine. C'est de ce juste que le virus est venu. Vous savez, quand vous mangez tout, ils mangent tout. Cafard, et comment vous l'appelez, porc, et puis tout est cru. Vous allez créer des problèmes aux gens. Je ne comprends pas ces gens-là. Vous allez voir comment ils sont. Bon, je ne voudrais pas insulter. Faut-il contester leur régime alimentaire? Non, c'est leur système d'alimentation. Mais de grâce, ils n'ont qu'à faire l'économie de tout ce qu'ils mangent. Ils mangent trop du cru. Et n'importe quoi. Ça, c'est ça. Maintenant, je voudrais revenir à la mesure. Je dis que la décision du couvre-feu a été mal mûrie. Et par le conseil scientifique, et par... Ils ont induit le gouvernement en erreur. Vous savez, le conseil scientifique a beau dire des choses. Et un ministre a semblé me dire, il a aussi ses raisons, que on ne sait pas toutes les calculs, les tractations que le gouvernement a fait à trouver ce juste mesure. Et dans ce juste mesure, qu'ils sont en train de vouloir présenter et imposer aux Togolais, il y a un paradoxe. Et les paradoxes sont à deux niveaux. J'ai soulevé un, il y en a un de mes collègues qui ont soulevé un aussi. Il y a l'intérieur du pays. Les gens peuvent transporter, si éventuellement cette maladie a propagation, à l'intérieur du pays. Je lisais hier sur les réseaux sociaux, un des confrères dit, bon, en tout cas, moi je suis déjà, depuis hier à Paris, mais vous comprenez, pour la fête. Je dis, et je le dis, le gouvernement limite tout ça à 15 personnes. Vous savez, nous on a la chance d'avoir le soleil. Il y a un mystère autour duquel les spécialistes, il y en a qui ont le courage de le dire, même les blancs, qui sont des spécialistes de la des bactériologues. Voilà, bactériologues, ils le disent. Que l'Afrique, il y a quelque chose qui n'arrive pas à dire. Pourquoi les gens ne tombent pas, ne meurent pas comme ça? Peut-être ils avaient l'intention que ça tombe comme ça. Mais moi, j'ai dit à un ami qui est blanc, que tu sais, moi, dans mon enfance, j'ai mangé du sable. C'est ce qu'on appelle, on me laisse dans le sable, j'ai beau manger. J'avais 6 mois, 9 mois, j'ai bien mangé. Et une étude anglaise de 2007 a révélé que le sable que nous mangeons, les enfants africains mangent, crée une immunité contre beaucoup de choses. J'ai lu ça dans une revue. Mais on ne peut pas les encourager à en manger. Non, mais c'est vrai, on se déparasite. Le gouvernement africain font bien de déparasiter. Ça, c'est connu. Mais ça crée une résistance. Il y a des choses que l'Africain fait, si le blanc le fait, il tombe sur le coup. La simple grippe que nous avons saisonnièrement, en Europe, la grippe, c'est une grande maladie. Ça tue énormément. Ça tue. Ça balaye. Donc c'est la même grippe qui est arrivée. Et ici, on en fait tout un chapeau. C'est devenu une pandémie, c'est ça le problème. Oui. Aujourd'hui, on parle même d'un virus, du coronavirus qui a muté. Oui, en Angleterre, en Afrique. Oui, ça dit que la différence, c'est que ce virus, cette grippe est dangereuse dans la mesure où, lorsque l'évolution atteint les poumons, eh bien, nous avons toutes les chances de mourir. Ce qui est différent de la grippe dont nous souffrons habituellement. Oui, c'est à ce niveau que le risque est très élevé. C'est l'élément nouveau. Et ça aussi, je précise que ce n'est pas forcément ceux qui sont jeunes. Si on a c'est tout le monde. Non, c'est pas tout le monde. La preuve, il y en a 3000 quelque chose qui est guéri. Vous comprenez pourquoi les gens sont guéris? 3017. Ceux-là qui ont plus de 65 ans, 70 ans, des diabétiques, les gens qui ont des affections pulmonaires, c'est eux qui sont le plus souvent qui meurent. La preuve, 106 personnes qui sont mortes. À l'hôpital même, il y en a, depuis cette période d'1 an, ceux qui sont morts dépassent plus de 200 personnes. Au Serge Campus, allez au campus, vous allez voir le nombre de personnes qu'on transporte là-bas. Donc c'est pour dire qu'en réalité, faut pas, je comprends, mais il ne faut pas qu'on soit alarmiste. Peut-être que le gouvernement, lui aussi, utilise ce canot-là pour d'autres choses, d'autres faits utiles politiques. Ça, ce n'est pas au Togo seulement, et partout, ça se dit. Il n'y a plus de manifestations, il y a le Covid, il n'y a plus de temps. Mais je me dis que cette erreur-là, le conseil scientifique et le comité de riposte, moi, je ne fais pas confiance à tout ce qu'ils racontent là-bas. Je vous le dis honnêtement. D'accord. Attends, je ne vais pas terminer. Oui, rapidement. Les chiffres qu'ils donnent, tout ça là, je me dis, bon, qui va me rassurer que, en tant que journaliste, sur des faits tablés, que ce que vous dites là, que c'est tel nombre, qui a la preuve? Parce qu'on vous dit qu'on est venu... Quel intérêt ils ont à dire le contraire de la Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Mais je me pose légitimement la question en tant que journaliste. D'accord. Je ne sais pas. Freddy, en même temps, il y a dans le couvre-feu, les horaires sont réaménagés pour les 24, 25, 31 premiers. Ça va concerner toute l'étendue du territoire, mais ça pourra aller jusqu'à 23 heures pour permettre aux chrétiens d'aller à l'église. Les communautés religieuses sont en train de plaider, surtout pour le 31, en disant que c'est sacré le 31 parce qu'on est à l'église pour franchir la nouvelle année. À quoi ça sert quand vous avez les bars fermés, vous avez les lieux de rassemblement fermés? On sait que les chrétiens quittent l'église, ils rentrent à la maison, de mettre un couvre-feu pour le 31. Oui, ça c'est une belle question que les confessions religieuses ont posée. Parce que quelque part, cette pandémie du coronavirus, quand on écoute beaucoup d'analystes, a, on dirait, un pan un peu qui rentre dans la spiritualité. Surtout quand on consulte certains livres saints comme le Coran et la Bible qui parlent de certains scénarios comme ça à la fin des temps. Mais moi, je voulais revenir sur un point concernant la maladie et les cas guéris, les traitements ou bien le vaccin qui est en vue, avant de revenir à la révision horaire du 31 et du 25 sur toute l'étendue du territoire. Oui, je voulais juste doigter du doigt, chose là, l'hydroxychloroquine, qui a été utilisée par Didier Raoult. Oui, en France, et puis par une femme médecin des États-Unis, qui a publié une vidéo, sûrement que nous avions vu sur les réseaux sociaux, et qui atteste avoir guéri plus de 256 patients nettement guéris du coronavirus avec l'hydroxychloroquine. Et elle est choquée parce que dans les hôpitaux voisins, on interdit l'usage de ce médicament, mais elle, au départ, voyait le rythme de décès, c'est-à-dire comment ces concitoyens américains mouraient, et elle n'avait pas d'autres médicaments. Elle s'est dit à risque d'utiliser l'hydroxychloroquine et elle a vu carrément qu'elle a pu sauver 256 vies. Pourquoi maintenant, à titre préventif, avant d'en arriver à un vaccin mondialement compétent, un vaccin admis par toute la planète, pourquoi ne pas utiliser ce palliatif pour sauver des vies? Donc c'était le choc. Certains se sont interrogés sur ça. Et ce qu'on a pu découvrir, c'est simplement que vous parlez d'un médicament qui coûte en Europe 50 €, très abordable. Ça ne rapporte rien aux firmes pharmaceutiques. Du coup, ils ont mis, une OPA sur ça. Hein. Là, c'est plutôt scandaleux. Ça veut dire carrément que ce sont ces firmes pharmaceutiques, ces lobbies autour de, comment vous appelez, la mafia qui est derrière les médicaments, qui est plus en train de tuer la planète. Tuer la planète. Moi, je l'ai souvent martelé sur beaucoup de plateformes sur lesquelles j'interviens, je l'ai dit, parce qu'il faut commencer à aimer la vie humaine. Nous sommes en train de nous amuser avec la santé, et s'il y a au moins des mesures sécuritaires qui peuvent sauver des vies comme l'hydroxychloroquine, autant l'utiliser, mais ces lobbies, c'est souvent des gens qui n'ont pas de cœur ni de conscience et qui attendent seulement leurs belles affaires. C'est-à-dire que quand ce n'est pas l'intérêt, ça ne les intéresse pas. Et donc, moi, je voulais terminer par les pleurs, les larmes de cette femme médecin américaine-là, qui était choquée et qui comprenait qu'en fait, le coronavirus est bien réel, mais la question des traitements, la question d'en arriver à un traitement, elle ne sent pas que le monde entier est sérieux. Elle sent qu'il y a quelque chose qui est derrière. Et là, pour moi, ma petite voix de jeune Togolais, c'est choquant parce que moi, j'ai grandi dans un milieu puriste, purement chrétien, et j'ai souvent dit que le positivisme de la vie, c'est mon principe. Et quand je vois la vie humaine en train d'être décimée, moi, ça me choque. Et vous voyez, on a perdu plus de 50 vies ici, déjà à cause de ce mal. Et donc, moi, je voudrais, sur ce plan, interpeller nos autorités à voir quels sont les laboratoires que nous avons, même si nous n'avons pas assez d'équipements, pour réanalyser cette hydroxychloroquine, voir quelle est son incidence sur le virus et si ça peut sauver des vies plus que ce qu'ils utilisent. Et maintenant, revenir au 24 et à la révision horaire. Bon, je me pose une question. Parce que s'il faut réduire le taux horaire pour certains jours précis, moi je pense que je peux dire que c'est quelque part un manque de sérieux. Soit on prend des mesures rigoureuses contre la maladie. Le 24, le coronavirus ne va pas dormir. Le 31, le virus ne va pas
être en berne. C'est-à-dire que le virus, lui, est menaçant tous les jours. Maintenant, soit on prend des mesures pour empêcher le virus et que ce soit les mêmes rigueurs sur toute la fin d'année, ou soit carrément qu'on puisse revoir dans l'ensemble qu'est-ce que nous pouvons mettre comme dispositif de sensibilisation pour revenir à mon grand frère Lemou qui a parlé d'un problème de conscience. C'est-à-dire que si on doit réviser les heures, il faut mettre le maximum de sensibilisation au niveau de l'appel à conscience. Parce que s'il n'y a pas cet appel à conscience, les églises ne sont pas différentes des bars en matière d'attroupement. C'est-à-dire que c'est la boisson qui va manquer. Oui, mais vous voyez, les églises ont rouvert, mais il y a une différence. Ils sont très respectueux des mesures barrières. Quand vous y allez, il y a des distances, il y a les masques qui sont là. Et on peut même encourager, par exemple, ces églises pour le 31 à faire des messes en plein air plutôt que dans l'endroit clos. Oui, là, c'est pourquoi je dis qu'il faut accentuer plutôt les sensibilisations. Sinon, les 24, la 31, la maladie est toujours errante et on risque peut-être de prendre une décision qui va encore nous amener à avoir des chiffres qui grimpent au lendemain des fêtes de fin d'année. D'accord, Constant. Donc, ce qu'il faut souhaiter, c'est que les gens ne se disent pas, bon, on ne peut pas aller dans les bars, on ne peut pas aller dans les restaurants, on fait la Java chez nous. Je pense que le communiqué du gouvernement a été clair. C'est après concertation des différents acteurs à différents niveaux que ces mesures ont été édictées, mais que les discussions continuent. Les discussions continuent avec les différents acteurs. Ce n'est pas des mesures figées. Elles peuvent être améliorées si possible à tout moment. Maintenant que les pasteurs craignent peut-être d'être seuls le 24 et le 31, mais Dieu, lui, il est là dans nos familles. Il a dit, partout où vous serez à deux, je suis parmi vous. Non, alors, si c'est la présence de Dieu qu'on cherche, l'autre, elle est là, la présence de Dieu est là avec nous tous les jours. Mais nous avons la population a souvent besoin de cette communion au réveillon de Noël et de Saint-Sylvestre. Eh bien, ce sont des possibilités à analyser, à étudier. Je l'ai dit tantôt, nous traversons une période difficile et il faut opérer des choix stratégiques qui puissent comporter le moins de risques possible de contamination. C'est cela l'objectif. Ce ne sont pas des décisions politiques. Non, ce n'est pas pour une raison politique qu'on refuse aux gens de se regrouper ou quoi que ce soit. Non, mais peut-être c'est la pandémie qui est malvenue. Ce n'est pas la décision. Non, la décision c'est la pandémie qui est malvenue et cela occasionne des décisions pour éviter que la propagation devienne explosive parce que nous avons pris le risque de nous regrouper pendant les fêtes. C'est tout. 30 secondes avant que je rentre. Moi, c'est par rapport à cette histoire d'église. Vous savez, moi, je suis un homme de foi. L'église ne va pas... C'est vrai que scientifiquement, le virus peut atteindre les gens dans l'église. Mais vous savez, Dieu, il est Dieu. Et personne ne se compare à Dieu. Et Dieu ne peut pas laisser ses enfants mourir. Heureusement que les chrétiens ont compris de respecter aussi les mesures barrières. Et depuis qu'on leur a donné l'autorisation de s'ouvrir, il n'y a pas eu d'hécatombe. Personne n'a eu à signaler ça. Donc, plutôt que le gouvernement d'être plus serré dans ses décisions, il n'a qu'à être relativiste et réaménager les programmes. Je l'ai dit que soit le couvre-feu est enlevé et qu'on sensibilise à outrance. Déjà, les Togolais ont pris conscience. La preuve, 22 heures, les gens sont dans la maison. Il faut connaître son peuple. Quand on connaît le peuple comme ça, à part quelques brebis galeuses, on n'a pas besoin de couvre-feu, ni d'interdire aux gens de ne pas aller dans les bars. Moi, je connais des gens, ils vont dans les bars, eux-mêmes, ils prennent leur distance. Parce que déjà, c'est la conscience. Donc, si le gouvernement, c'est vrai que le gouvernement peut y avoir des gens qui s'éclatent. Il y en a toujours partout. C'est pas au Togo seulement. Même chez Dieu, il y a des rebelles. Mais il faut toujours... Ils sont infimes, quoi. Sur 1000, peut-être c'est quoi. Merci beaucoup. Il faut réaménager ça. Je pense bien que c'est parce que le respect des mesures n'est pas automatique qu'il y a cette doublure de mesures. Il y a 22 heures, les gens sont au lit. Merci à tous de nous avoir suivis ce lundi. Et les gens couraient pour respecter.